J'ai un peu envie de vous faire la même interpellation parce que je pense que vous êtes un peu sur les mêmes thèmes. Est-ce que finalement les comportements ne sont pas étroitement dépendants ou en tout cas influencés aussi par la qualité même du logement, la qualité notamment énergétique? C'est ce que je vais essayer de vous présenter. D'abord, je voudrais vous remercier, les organisateurs, de m'avoir invité à cette journée. Je suis très attaché au dialogue entre les sciences de l'ingénieur et les sciences sociales. Le monde réel se moque un petit peu de nos découpages disciplinaires, même s'ils sont importants. Si l'on veut comprendre quelque chose à la réalité, il faut vraiment adopter une approche transdisciplinaire. C'est là. Alors, je vais vous présenter un petit peu rapidement notre modèle, notre approche de la construction sociotechnique de la performance énergétique pour, dans un deuxième temps, à partir d'un petit exercice qu'on a fait pour l'ADEME lors d'une étude prospective sur les équipements de froid et de lavage dans le bâtiment à l'horizon 2030, voir un petit peu justement la part de la technique et la part des modes de vie et des pratiques sociales dans les consommations d'énergie avant quelques éléments de conclusion. Alors, moi je fais une sociologie de... ça marche pas. De la technique et de l'énergie, et on est confronté à un paradoxe, à une énigme en quelque sorte à résoudre, c'est qu'on a des équipements de plus en plus performants quand même, on a une sensibilité croissante des gens aux problèmes environnementaux et énergétiques, soit pour réaliser des économies d'énergie, on voit que les tarifs augmentent, etc., et les gens en ont bien conscience, soit pour participer à la protection de l'environnement. Donc on observe effectivement cette croissance de la sensibilité de la population française. On a également des politiques incitatives et des réglementations qui se multiplient, Grenelle de l'environnement, les plans climat, les agendas 21, les actions de l'ADEME, les réglementations thermiques, les aides financières, etc. Et pourtant, on a encore une faible maîtrise des consommations d'énergie et des performances énergétiques qui restent en deçà des objectifs et des attentes, comme vient de le montrer Éric Vaugère. Donc, on met en cause les comportements des occupants. Il y aurait du mésusage, des pratiques énergivores, un confort dispendieux. Donc les gens ne font pas bien, ils n'utilisent pas bien les choses. Voilà. Et d'un autre côté, il y a des logiques sociales qui sont difficiles à appréhender par les sciences de l'ingénieur, au niveau de la conception, de la modélisation, de la gestion. On vient de le voir également. Alors comment un peu penser et traiter ce paradoxe et cette énigme ? Voilà. Le social est complexe. J'aime bien citer Bruno Latour, sociologue des sciences et de l'innovation. Nul n'a jamais vu de technique et personne n'a jamais vu d'humain. Nous ne voyons que des assemblages, des crises, des disputes, des inventions, des compromis, des substitutions, des traductions, des agencements. J'ai tendance à rajouter des adaptations, des transformations, toujours compliquées, qui engagent toujours plus d'éléments dans nos sociétés complexes. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dans l'absolu identifier la part de la technique et la part du social, la part des comportements. Il y a des éléments en interaction et en interdépendance. On ne peut non plus ni prévoir ni modéliser les comportements humains. Les sciences sociales sont assez peu prédictives. Les variables ou paramètres à prendre en compte sont trop nombreux. Il y a de trop fortes incertitudes. Les situations, surtout, sont toujours spécifiques. Donc, il faut vraiment appréhender ensemble les acteurs humains et les non-humains dans l'analyse de la production de la performance énergétique. Alors, on utilise un petit modèle qui pense les pratiques de consommation d'énergie. On ne consomme pas d'énergie, on consomme des services, bien évidemment. Donc les pratiques sociales et la performance énergétique sont coproduites en quelque sorte au travers de l'interaction de quatre éléments. Il y a les dispositifs techniques, les bâtis, les équipements, les outils de pilotage,
qui sont plus ou moins complexes, plus ou moins utilisables, plus ou moins compréhensibles, plus ou moins appropriables par les consommateurs qui parfois et de plus en plus sont un peu tenus à l'écart par des dispositifs d'autorégulation. On a d'un autre côté ces acteurs humains qui ont des cultures, des savoirs, des habitudes, des imaginaires, des passions, donc des modes de vie et des dispositions sociales à économiser ou au contraire à consommer des services utilisant de l'énergie. Les pratiques sociales ne sont jamais individuelles, mais elles sont toujours collectives. En tout cas, elles se construisent dans des dynamiques sociales. On a de la famille, des amis, des voisins, des collègues, etc., des bailleurs sociaux. Et donc, il y a dans les ménages de la négociation entre les différents membres du ménage. C'est la guerre des boutons, c'est la guerre du feu pour augmenter, baisser les températures, etc. Et dans les milieux, plutôt les milieux professionnels, ce sont des comportements régulés. Il y a des règles, etc. Donc les comportements se construisent toujours dans ce cadre collectif, soit du groupe familial, soit de l'équipe de travail ou de l'entreprise. Et tout ça dans un contexte structurel, avec des politiques, des évolutions d'un climat, du marché, le prix de l'énergie, etc. Donc c'est tous ces éléments qui sont en interaction et qui, bien entendu, agissent les uns sur les autres et qui produisent la performance énergétique et les pratiques sociales. Donc il y a bien cette interaction entre les humains et les non-humains, entre les techniques et les acteurs sociaux. Alors, les comportements, là-dedans, on dit toujours, il y a un peu la boîte noire des comportements, c'est-à-dire qui se construit en interaction avec la technique et d'une manière collective, mais on n'aime pas trop, nous, cette idée de comportement. On préfère plutôt parler de mode de vie, parce qu'effectivement, la boîte noire des comportements, elle est d'autant plus noire qu'on ne déconstruit pas ce concept ou cette idée de comportement. Donc, quand on décline un peu ce qu'on préfère, c'est-à-dire les modes de vie en un certain nombre de composantes, et essayer de voir quels sont les impacts énergétiques de ces différentes composantes des modes de vie. Donc on a un premier niveau qui sont les cadres de vie. Les cadres de vie, ce sont les structures collectives sociales, techniques, culturelles, spatiales, c'est-à-dire les macrosystèmes techniques de production, de distribution d'énergie, etc., avec des réseaux, des systèmes, etc. On a les structures familiales, bien entendu, et qui évoluent, et notamment l'éclatement des structures familiales, la diversité des structures familiales, peut produire également des surconsommations, des suréquipements des ménages. On a les formes urbaines, on a les formes d'habitat, etc. On a les cultures, les éléments culturels, et on est quand même dans une culture de la consommation. On n'est pas dans une culture de l'économie d'énergie. On nous dit qu'il faut consommer, c'est bon de consommer. Voilà. Donc on a tous ces éléments de cadre de vie, effectivement, qui se renvoient à des déterminations sociales, quelque part, et qui se construisent sur la longue durée et se transforment sur la longue durée, qui est celle des générations. Et là, à ce niveau-là, les impacts énergétiques sont très importants. Et ça va de 1 à 100 ou même plus, si on considère la différence entre, je ne sais pas, le Burkina Faso où j'étais il n'y a pas longtemps, et puis les États-Unis. Bon, c'est la différence de ces cadres de vie, de ces cadres structurels de vie. À un niveau méso, je vais dire, il y a les styles de vie, les styles de vie qui renvoient aux groupes sociaux, aux arrangements individuels par rapport à ces normes macrosociales, etc., et qui renvoient aux identités. On ne vit pas tous de la même façon dans une même société. Il y a des groupes sociaux, des catégories sociales, et donc des différences de styles de vie qui ont également un impact important. Ces éléments identitaires, là, ont une temporalité sur le cycle de vie des ménages, donc une temporalité plus courte, sur lequel on peut agir, peut-être
un peu plus facilement, avec des impacts énergétiques qui sont aussi importants. Hein. Un certain nombre d'études disent que bon, allez, ça va de 1 à 4, hein, si on ne prend pas les extrêmes. Si on prend les extrêmes entre les très riches et les précaires énergétiques, on arrive aussi à 100. Hein, mais en moyenne, on est plutôt des différences de 1 à 4, hein, du point de vue des styles de vie, 1 à 4 à ménages de taille équivalente et avec des logements équivalents. Et puis, à un niveau encore plus macro, on a les pratiques. Et les pratiques, elles renvoient au savoir. Hein. On sait ou on ne sait pas que votre chargeur de téléphone, il consomme même s'il n'y a pas le téléphone au bout. Hein. On sait ou ne sait pas que, comment fonctionne tel ou tel équipement. Donc, on a des connaissances, hein, du fonctionnement, hein, et des conditions de performance des objets techniques que l'on utilise. On a des habitudes, hein, qui sont ancrées. Les habitudes, c'est très efficace. Hein. Ce sont des modèles d'action, hein, très efficaces, mais dans un contexte sociotechnique particulier. Et quand on change de sociotechnique, quand on change de système sociotechnique, eh ben, les habitudes, elles sont contre-performantes. Hein. Quand on déménage, par exemple, eh ben, il faut changer ses habitudes. Et on a effectivement, au niveau des pratiques, cette interaction, hein, entre des techniques plus ou moins utilisables, etc. À ce niveau-là, c'est qui est le niveau du quotidien, hein, les impacts énergétiques sont beaucoup plus faibles. Hein, toutes les expériences pour faire changer les pratiques, hein, sans changer les modes de vie, bien entendu. Hein. Allez, on va gagner 10-20% d'économie d'énergie, hein, pas beaucoup plus. Voilà. Donc, vous voyez, plus on rentre dans le quotidien, et plus l'impact énergétique est faible. Et au contraire, hein, plus on monte dans les structures collectives, hein, dans les éléments structurels, et là, plus l'impact énergétique est fort. Et je voudrais l'illustrer par un petit exercice qu'on a fait récemment, dans une étude pour l'ADEME sur les équipements de froid et de lavage dans le bâtiment à l'horizon 2030. À cet horizon 2030, on va imaginer, hein, que l'ensemble des bâtiments auront été rénovés, hein, c'est-à-dire 95% des logements français qu'il faut rénover. Et dans ce cadre-là, effectivement, le chauffage il y aura, les coûts de chauffage seront faibles, on aura réglé les problèmes d'eau chaude sanitaire, et ce sont ces équipements de froid et de lavage, hein, qui représenteront le premier poste, hein, de consommateur d'énergie, donc auquel il faut effectivement s'attacher un petit peu. Alors, une étude prospective qu'on a fait en partenariat et en articulant la technique et le social, avec d'abord une prospective technique, hein, ce dont les techniques seront capables demain. Et donc, c'est un collègue, Paul Wett, qui est un expert anglais, hein, sur ces questions-là. Une prospective réglementaire, qu'est-ce qui sera obligatoire demain, hein, en termes d'équipement, en termes de normes, etc. Donc ça, c'est Sophie Attali de Bureau d'études SOWAT. Une prospective sociotechnique, hein, comment les ménages vivront en 2030 et ce qu'ils pourront bien faire avec les techniques à leur disposition. Donc ça, c'est notre équipe de sociologues qui l'avons fait. Et une modélisation et simulation des gains énergétiques. Donc ça, c'est Futur Factor 4. C'est l'équipe de Pierre Radane. Alors, pour faire... non, c'est pas celui-là. Pour faire ce travail-là, on a fait une approche par vignette ménage. C'est-à-dire qu'on a construit 8 familles types, hein, qu'on a identifiées bien difficilement entre tous les participants, de manière à appréhender les modes de vie et les pratiques effectives des ménages, hein, voir vraiment comment ils font, et de manière à simuler finement, hein, les pratiques concrètes. Hein, par exemple, le réfrigérateur, ben, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est exposé au soleil, ou bien dans un cagibi à côté de la cuisine? Combien de fois on ouvre la porte du frigo? Qu'est-ce qu'on y met dedans? Combien de machines à laver on fait par semaine, et à quelle température, etc. Donc vraiment simuler très très finement, hein, ces équipements qui sont eux-mêmes complexes. Donc je disais que le social est complexe, mais un bâtiment est complexe, et un objet technique comme un réfrigérateur est aussi un équipement très complexe. Hein. Donc on est toujours à articuler, hein, des niveaux de complexité.
Donc on a construit des situations familiales et résidentielles diversifiées, donc intégrant les tendances d'évolution des modes de vie et des équipements tels qu'on avait pu le construire. On n'a pas pris de ménages très aisés, les riches qui consomment beaucoup, etc., ni les très pauvres, les précaires énergétiques, qui relèvent de problématiques spécifiques. C'est-à-dire qu'on a en quelque sorte des catégories de ménages d'une grande classe moyenne, en quelque sorte. Et on a pris en compte 3 situations pour faire ces simulations. La situation en 2010, on a pris une situation en 2010 parce qu'on avait des chiffres pour 2010, un travail qu'on a fait en 2014. On a fait la situation des ménages qui sont transposés en 2030. On ne les a pas fait vieillir, mais on les a transposés en 2030 avec les mêmes configurations socio-résidentielles. Donc une situation en 2030 avec les équivalents technologiques des appareils de 2010. Donc un ménage qui avait des appareils bas de gamme de 2010, on leur a donné des appareils bas de gamme de 2030. On a simplement changé, transposé les équipements à l'identique presque. Et les appareils de 2030, 2030 c'est demain. Bon, il ne doit pas y avoir de ce point de vue-là des grandes transformations, ou en tout cas les évolutions techniques qu'on attend. Je pense au froid magnétique par exemple, c'est plutôt 2050 que 2030. Donc des équipements de 2030 tels qu'ils existent déjà. Et une troisième situation, la situation en 2030, avec les changements technologiques, donc les équivalents technologiques des appareils, et les évolutions des modes de vie, c'est-à-dire à la fois les formes d'utilisation des équipements, et puis le choix des équipements. Certains ménages étant plus sensibilisés, en quelque sorte, aux problématiques énergétiques, vont faire plus attention pour choisir des équipements plus économes. Il va y avoir des évolutions des politiques publiques, par exemple, pour aider les ménages les plus en difficulté à s'équiper d'appareils plus performants, etc. Parce que vous savez que les appareils les plus performants sont toujours les plus chers. Il faut être riche. C'est cher de faire des économies d'énergie. Et on a fait également une comparaison entre les calculs à partir des conditions d'utilisation telles qu'on les avait construites et les calculs pris en compte dans l'étiquette énergie des appareils. Donc pour voir la différence entre les calculs, ce que je vais appeler conventionnels, et les calculs sur situation réelle. Alors, bon, je ne vais pas présenter les 8 ménages qu'on a construits, mais voilà, on a fait jouer les différentes hypothèses des évolutions 2030, meilleure attention énergétique, je passe rapidement multiplication des résidences partagées, par exemple, pour personnes âgées, l'Internet des objets, individualisation des modes de vie, etc., pour voir comment, effectivement, ça allait impacter les consommations d'énergie. Alors, les résultats de la simulation. Voilà. Donc, ça, c'est la situation en 2010. Je reviendrai un petit peu là-dessus. Et on fait la deuxième simulation, donc 2030, avec les nouveaux appareils, donc les nouveaux appareils de 2030. Et là, on observe une baisse très forte des consommations d'énergie, en moyenne 75% de diminution des consommations d'énergie, rien qu'en changeant les appareils avec des appareils plus performants, donc, et selon les cas, ça va de 60% à 94%, selon les types de ménages étudiés. Donc on pourrait dire que ça c'est la part de la technique en quelque sorte. On ne fait que changer la technique et on arrive à diminuer de 75% les consommations d'énergie. Le troisième scénario, là on fait intervenir l'évolution des modes de vie et des pratiques. Et là on gagne 10% d'économie en plus. Donc on pourrait se dire, là c'est la part des usages, là c'est la part des comportements, comme on dirait. Et on gagne 10% de plus. Bon, on aurait tendance à dire, effectivement, le plus important, c'est la technique. Et il n'y a pas besoin de se prendre la tête à embêter les gens par des campagnes en leur disant « faites attention à vos consommations », etc., puisque l'essentiel du gain est dans la technique. Donc on pourrait penser, effectivement, que la part de la technique est bien plus importante et que, bon, arrêtons de stigmatiser les utilisateurs qui font mal, etc. Et pourtant, si on regarde d'une autre façon, je vais revenir à mon premier tableau.
Voilà. Vous voyez qu'il y a des différences quand même entre les ménages. Là, ce sont les consommations par personne. Voilà. Et l'écart entre les consommations par personne les plus faibles et les plus importantes sont d'un facteur 3. Et ça, c'est le poids des styles de vie. Selon effectivement les styles de vie, les ménages vont consommer plus ou moins. Et si on regarde ce que ça donne dans les deux autres simulations, dans la situation 2030, avec des équipements performants, l'écart entre les consommations les plus faibles et les consommations les plus fortes sont d'un facteur 4, donc sont plus importantes. Et dans le troisième scénario, faisant intervenir les changements de mode de vie, l'écart est d'un facteur 10. Donc plus les équipements sont performants, plus les modes d'utilisation, c'est-à-dire plus les modes de vie, ont un impact important sur les consommations d'énergie. Donc, vous voyez, selon la manière dont on pense les choses, on pourrait dire, bon, voilà, la solution est technique, faisons changer les techniques, et puis on va résoudre les problèmes énergétiques, mais on voit que, quand même, le poids des comportements est tout à fait déterminant et tout à fait important de l'évolution des consommations. Donc, il ne s'agit pas simplement d'agir sur la technique et d'améliorer la performance des équipements, il faut agir également sur les styles de vie, sur les pratiques, c'est-à-dire les savoirs, les habitudes, etc., sur les styles de vie, et bien entendu également sur les cadres de vie. Voilà. Et donc c'est un chantier tout à fait important. Alors, j'ai passé, ça c'est ce que je viens de vous raconter. Si peut-être un point qu'effectivement il y a dans cet impact très important des modes de vie et qui s'amplifie avec les scénarios 2003, il y a des facteurs de surconsommation qui sont l'individualisation des modes de vie, et on va de plus en plus vers l'individualisation des modes de vie, et la recherche de sophistication technologique. Et oui, dans nos scénarios, on a effectivement des gens qui vont choisir, par exemple, des frigos avec de nouvelles fonctionnalités, qui peuvent faire de la glace, etc., pour les petits-enfants, etc. Ben oui, ça consomme un peu plus. L'Internet des objets, un frigo qui est capable de passer commande, ou une machine à laver qui est capable d'adapter le programme à la quantité de linge ou à la nature du linge, ben oui, ça consomme plus d'énergie. Donc la sophistication technologique et l'individualisation de modes de vie sont facteurs de surconsommation. C'est là qu'on retrouve un des aspects du fameux effet rebond. Ce n'est pas le seul. Et il y a des facteurs d'économie d'énergie, ben oui, notamment pour ces équipements de froid et de lavage, l'ajustement du dimensionnement des appareils. On a souvent des appareils qui sont surdimensionnés par rapport à nos usages. Donc déjà, si on les redimensionne, on a des gains de consommation. De la même manière, la mutualisation des équipements, on a des scénarios avec effectivement des maisons partagées ou de partage des équipements d'une machine à laver ou d'un congélateur entre plusieurs ménages, oui, ça amène à faire des économies. Et une meilleure attention énergétique également est facteur d'économie, bien évidemment. Alors, on a également comparé nos calculs avec les conditions en conditions d'usage et avec les conditions standards. Donc ça, c'est pour le froid. Et pour le froid, on a des écarts entre les consommations réelles et les consommations conventionnelles calculées qui vont de moins 5% à plus 94%, c'est-à-dire du simple au double, en quelque sorte. Et pour le froid, on a plutôt une surconsommation par rapport au modèle, en quelque sorte, de à peu près 23%. C'est-à-dire que les calculs pour le froid sous-estiment les comportements réels. Par contre, pour le lavage, les écarts vont de moins 70% à plus 115%, donc du simple au triple, par rapport au calcul. Et là, au contraire, les calculs standards surestiment les consommations réelles. Par exemple, dans les normes, on calcule qu'on fait en moyenne à peu près 200 lavages par an.
Bon, non, pas tout à fait. Hein, voilà. Donc, on a des valeurs conventionnelles. Je ne sais pas bien d'où elles viennent, moi, en tant que sociologue, hein, et qu'effectivement, qui amènent à faire des extrapolations tout à fait hasardeuses. Donc, pour terminer, quelques éléments de conclusion. Donc, ça, c'est ce que je viens de raconter. Quelques éléments de conclusion. Les enjeux techniques, hein, sont considérables, bien entendu. Mais hein, il faut être attentif à rapprocher, hein, les mesures de performance énergétique utilisées dans les normes, hein, des usages réels des appareils, donc ce que disait tout à l'heure Éric Forget, et de manière à ne pas non plus tromper les gens, hein, quand ils ont une étiquette énergie et qu'on leur dit votre réfrigérateur va consommer tant, bon, et non, il ne consomme pas tant, hein, voilà. Et accorder suffisamment d'attention à l'information des ménages, hein, sur les conditions optimales d'usage, hein, du point de vue de leur consommation énergétique, hein, c'est-à-dire effectivement les savoirs, hein, savoir que, effectivement, comment fonctionnent les choses, hein, sur les habitudes, les bonnes habitudes, et les compétences. Alors, dans les compétences, il y a toujours ces deux aspects, hein, les savoir-faire et puis les attributions. Hein. La compétence d'un juge, ce n'est pas son savoir-faire, ce sont ses attributions. Or, l'évolution, hein, des équipements, des habitats, etc., va de plus en plus vers de l'automatisation, hein, donc de la mise à l'écart des usagers dont on pense qu'ils ne font pas bien. Hein, et donc on essaye autant que possible, en tout cas les concepteurs essayent autant que possible de ne pas leur laisser la main, sinon ils vont dérégler les équipements, etc. Voilà. Donc dans cet aspect des compétences, hein, il y a le savoir-faire, mais il y a aussi quelle part on donne aux utilisateurs. Deuxième point important de ce petit travail, on ne peut se contenter d'un raisonnement en valeur moyenne. Hein. Il est essentiel à la fois de progresser dans la compréhension des situations réelles et des configurations sociotechniques qui sont toujours singulières. Hein, les modes d'habiter ou même dans les situations de travail, on a toujours, hein, des configurations singulières qui se différencient de celles du voisin, et ce qui effectivement empêche, hein, souvent effectivement la comparaison, hein, des consommations d'énergie. Et donc une approche par des cas individualisés concrets ouvre surtout la voie à des solutions extrêmement diversifiées de progrès des comportements. C'est-à-dire qu'il faut effectivement peut-être abandonner, hein, les recettes toutes faites, les messages généralistes, etc., mais parler en quelque sorte aux gens concrètement, de manière à toucher en quelque sorte leur quotidien et leur manière, hein, de vivre au quotidien. Et dernier point, on a tendance toujours à stigmatiser, hein, les consommateurs et occupants qui ne vont pas bien, qui détournent, etc. Or, d'un côté, ils sont dépendants des techniques à leur disposition. Hein, on n'a souvent pas le choix. Hein, dans certains nombres d'équipements, je n'ai pas le choix d'arrêter la veille ou pas. Hein, sinon, je débranche l'appareil, mais alors ça me déprogramme tout, etc. Bon, donc, on est dépendant des techniques qu'on a à notre disposition. Les consommateurs, ben, ils partagent les valeurs de la société dans laquelle ils vivent, et ce sont les valeurs de la société de consommation. Donc effectivement, quand ils font des économies, hein, sur leur consommation, sur leur facture d'énergie, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va acheter un grand écran plasma, etc., pour la télévision, et oui, c'est bien ce qu'il faut faire, et ça va faire de l'effet rebond. Voilà. Et par contre, les consommateurs occupants, ils ont souvent des savoirs pratiques qui sont efficaces sur leurs équipements. Donc j'ai tendance à dire, laissons-leur la main, hein, donnons-leur compétences, hein, pour agir sur leurs équipements. Et s'ils sont, j'allais dire, outillés, hein, c'est-à-dire informés avec des modes d'emploi, hein, on parle de tragédie des modes d'emploi, hein, des choses qui soient compréhensibles, avec des équipements qui soient compréhensibles. Hein, il faut des équipements utilisables et donner effectivement la main aux gens qui sont quand même pleins de bon sens. Voilà. Donc faisons confiance aux acteurs humains, hein, ne les dépossédons pas, hein, de leurs compétences et attributions, hein, pour gérer en quelque sorte leur vie quotidienne. Et souvent c'est bien plus efficace que de la régulation automatique, par exemple. Donc voilà ce que je voulais vous raconter rapidement. J'ajouterais... Merci.
Mais maintenant, on donne aussi un petit peu la main. Quoi. On peut aussi faire confiance les équipes de petits appareils qui leur permettent aussi de suivre leur consommation. Et ça rejoint votre réflexion sur le fait qu'ils savent aussi maîtriser leurs appareils. Alors, suivre la consommation, c'est encore une autre question, parce que effectivement, on voit se développer l'information énergie. Mais c'est très compliqué, l'information énergie. Parce que d'abord, il faudrait l'avoir poste par poste. Qu'est-ce qui consomme chez moi? C'est l'éclairage, c'est le frigo, etc. Ça, l'on n'a pas encore. Et après, je consomme, je ne sais pas, 100 ou 200 kilowatts d'énergie, kilowattheures d'énergie, d'électricité. Alors, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Et donc, il faut des éléments d'interprétation de cette information d'énergie. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas si simple que ça, donner l'information d'énergie. Il faut donner également des éléments référentiels pour comprendre la nature de cette information.